Juste deux mots pour briser la glace. Ah oui, là, ça brise effectivement beaucoup plus. Vous dire que vous allez passer une excellente soirée ici au Collège Belgique avec nos amis de la délégation générale du Québec. Si vous n'étiez pas là hier, je pense que vous allez aussi repartir dans votre sac à dos avec plein d'idées dans cette période de changement climatique pour faire bouger les choses, pour penser les défis de demain avec Jérôme Duprat, donc professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Bon, j'adore le mot Outaouais et la rivière des Outaouais en particulier, Hull, la dernière ville québécoise avant le pont et la capitale fédérale. Voilà, Jérôme, je vous cède immédiatement la parole. Bonsoir, merci beaucoup Jean-Pierre, merci à votre équipe à l'Académie royale au Collège de Belgique, l'équipe de la délégation générale du Québec ici même, pour cet accueil chaleureux. C'est vraiment un très grand honneur que vous me faites d'avoir ce privilège de vous présenter ma vision de l'économie écologique, mais aussi les travaux que j'ai réalisés au cours des dernières années avec mon équipe. Alors, bien d'emblée, je lancerai les hostilités avec un rapide regard sur les grands courants de l'économie. Et ici, encore une fois, M. Devré, vous m'excuserez parce que je pense que vous pourriez en discuter de façon beaucoup plus éloquente. Mais ça va nous permettre de situer l'économie écologique dans le temps. Et premièrement, peut-être avant de lancer les courants, je vous dirais qu'aujourd'hui, on a l'impression dans des discours politiques, dans les médias, que économie et écologie sont opposés. Hein? On doit faire un choix entre le développement économique ou la préservation de la nature. Mais en fait, si on regarde la racine étymologique de ces deux mots, on a pratiquement la même. Oikos, logos, oikos, nomos. Oikos, logos, c'est écologie. Oikos, c'est la maison, c'est l'habitat. Et logos, c'est la science, la connaissance de notre maison, de notre habitat. Et nomos, ce sont les règles, la façon de la gérer, comment nous devons répartir ces richesses, ces ressources à l'intérieur de notre habitat. Donc, bien connaître et bien distribuer, ce sont là les racines à la fois de l'économie et de l'écologie. Et c'est pour ça que dans notre champ disciplinaire, avec les penseurs de ce mouvement, les fondateurs, on a tenté de rejoindre l'économie et l'écologie pour les réconcilier dans leur nature tout à fait interdépendante. Donc, jusqu'au 17e siècle, l'économie, c'est principalement du mercantilisme, hein, bien qu'on peut remonter jusqu'aux Grecs pour avoir des traités d'économie un peu plus théoriques, mais jusqu'à cette époque, le mercantilisme, c'est l'accumulation de biens précieux. Hein. On veut accumuler de la richesse pour pouvoir financer des guerres, etc. Et au milieu du 18e siècle, deux courants apparaissent à quelques années de différence, le courant des physiocrates en France et le courant des classiques en Angleterre. Donc, chez les physiocrates, ici, c'est le tableau économique écrit par François Quesnay, un médecin qui est devenu économiste, un grand penseur de l'époque. Chez les physiocrates, ce qui crée la richesse, ce qui est la base de l'économie, de la richesse d'une nation, c'est son agriculture. La valeur de la terre, ce qu'elle peut créer, générer, c'est là la base de l'économie et s'ensuit une réflexion sur des politiques agricoles, un soutien à différentes façons de faire l'agriculture pour créer cette richesse. De l'autre côté, chez les classiques, hein, ici c'est La richesse des nations, un écrit de Adam Smith qu'on connaît bien pour son symbole de la main invisible, mais chez les classiques, les autres auteurs de cette époque, eh bien, la richesse, elle est plutôt créée par le travail humain. Donc, nous sommes riches d'un État qui a une force de travail importante et on peut ainsi développer la richesse d'une nation. On reste ainsi pendant un siècle environ et à la fin du 19e, c'est plutôt l'école des néoclassiques qui apparaît et vous allez voir, c'est les années 1880, mais encore aujourd'hui, on est fortement ancré dans cette vision néoclassique de l'économie où on bouge d'une richesse créée par la valeur de la terre, l'agriculture, par le travail humain, à une richesse basée sur l'utilité et le bien-être. Donc,
des archétypes de ce symbole de l'économie du bien-être, c'est le paradoxe de l'eau et du diamant. Hein. L'eau n'a presque pas de valeur, pourtant elle est essentielle à la vie. Et le diamant a peu d'impact sur notre survie, voire aucun, mais il y a un prix très élevé. Donc c'est l'effet de rareté, cette offre, cette demande qui crée l'utilité, qui va envoyer des signaux de prix, qui va développer cette économie. Donc, voilà. Dans ces courants économiques, parfois la nature, l'environnement est au cœur du modèle, comme chez les physiocrates, parfois assez évacué, comme chez les classiques, néoclassiques. Et c'est dans le courant du 20e siècle qu'on commence à réfléchir aux paramètres environnementaux de l'économie. Et jusqu'aux années 50, on est plutôt dans des modèles sur l'optimisation de l'extractivisme. D'abord par Hotelling sur la façon de bien extraire le minerai. On a une mine avec un minerai et on doit se demander quel est le taux de prélèvement optimal jusqu'à l'arrivée de l'épuisement de cette ressource. On applique ces concepts, ces réflexions par la suite en foresterie, dans le secteur des pêches. Ici, le modèle de Gordon Schaefer à l'Université d'Ottawa en 1954 qui regarde les pêches à la morue dans l'Atlantique, dans l'Est du Canada. Il nous dit que, eh bien, on doit atteindre un maximum de rendement soutenable. Donc, dans cette partie de la courbe, eh bien, on prélève la ressource, mais on pourrait toujours en prélever sans atteindre la productivité de la ressource, sa régénération, alors que si on tombe de l'autre côté de l'équilibre, bien, on sera dans une situation de surexploitation de la ressource. Donc, la vision de l'environnement à travers l'économie jusqu'aux années 50, c'est de cette façon que c'est réfléchi. La science de l'écologie naît un siècle plus tard. Donc, si l'économie, dans ses courants modernes, tourne autour des années 1750-1760, c'est plutôt au tournant de la moitié du 19e siècle qu'on commence à réfléchir à l'écologie. On est dans le post-darwinisme, hein, la théorie de l'évolution, qui vient de nous rendre compte que les espèces ne sont pas statiques, mais qu'elles évoluent dans le temps. Et on branche cette idée d'évolution à les grands naturalistes comme Alexander von Humboldt qui ont fait une biogéographie, qui ont cartographié les différents territoires. Et chez Ernest Haeckel, un des disciples de Charles Darwin, chez Ernest Haeckel, il y a une interrelation entre le territoire et les espèces et la mouvance évolutive de celle-ci et ce qu'il va appeler l'écologie. Donc, en 1866, c'est la première fois que ce terme est employé. Et il évolue au courant des décennies suivantes pour inclure différentes visions sur les populations, les mécanismes de l'évolution, la biologie évolutive. En 1935, un autre point tournant dans l'histoire de l'écologie, Arthur George Tansley, nous montre que le vivant est en interaction très fine avec le non-vivant, le biotique et la biotique. Et pour lui, il nomme ces interactions des écosystèmes. Et depuis, l'écologie est devenue la science des écosystèmes. On évolue avec les frères Odum et ce premier traité de base sur l'écologie dans les années 50. Puis, en 1980, Tom Lovejoy, un biologiste, emploie pour la première fois le terme biodiversité, un néologisme, une contraction de diversité biologique. Et aujourd'hui, hein, la biodiversité, il y a de grandes conventions, il y a la conférence des parties, il y a des traités internationaux, ça se retrouve dans tout texte environnemental que vous lirez, que ce soit une politique municipale, un texte scientifique, et pourtant, ce concept n'a pas encore 40 ans. Et qu'est-ce qui va finalement faire joindre ces deux disciplines? Alors, à 100 ans de différence, elles ont vu le jour, elles ont évolué de façon indépendante. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on voit les 30 glorieuses se mettre en branle, 1945 jusqu'à 1973, au premier choc pétrolier. Et les 30 glorieuses, c'est d'abord la reconstruction des territoires qui ont été détruits par la guerre. C'est une croissance industrielle fulgurante, une moyenne de 5 % de croissance économique dans les pays occidentaux durant toute cette période. Une grande croissance démographique, le baby boom qu'on a vu ici, en France, en Amérique du Nord. Et dans le fond, ces 30 glorieuses-là, c'est l'idée d'un développement économique, on refait les nations, on refait les États-nations, on investit, on développe les industries.
Et ces 30 glorieuses, que ce soit ici, que ce soit de notre côté de l'Atlantique, elles se symbolisent par plusieurs piliers forts. D'abord, le développement urbain. Chez nous, c'est le fameux rêve américain d'avoir une maison dans les banlieues des villes avec une piscine et un grand terrain. Donc, il y a un empiètement territorial très, très fort, une forte demande spatiale pour ces nouveaux quartiers résidentiels qui sont créés. Une très forte dépendance à l'automobile pour les différents déplacements entre villes et banlieues. Dans la construction du réseau routier, s'ensuit une fragmentation du territoire et tout ce qu'on peut imaginer comme effet positif, mais aussi négatif de l'utilisation de l'auto individuelle. La transformation de nos systèmes agricoles, c'est dans ces années-là qu'est mise en place les révolutions vertes. Donc, la révolution verte, elle vise à rencontrer les enjeux de famine, de production alimentaire à l'échelle mondiale. Donc, on travaille en laboratoire sur des variétés à plus haut rendement, sur une mécanisation de l'agriculture, sur différents intrants, des engrais, des herbicides, des pesticides qui vont améliorer la productivité de notre territoire agricole. Donc, d'abord développé pour des pays en voie de développement, l'Inde, le Mexique. C'est dans les années 60 que la révolution verte s'implante dans les pays en Occident. Et finalement, bien, dans un point de vue écologique, lorsqu'on met tout ça ensemble, une pollution systémique, une fragmentation du territoire, on s'en vient avec des enjeux environnementaux qui sont galopants et qui naissent. Et c'est à ce moment-là où les premiers lanceurs d'alerte nous disent que cette façon de développer de faire un développement industriel à tout rond, de penser la croissance, eh bien, il y a forcément des impacts sur l'environnement, sur les populations humaines. Donc, c'est à la fin des années 60 qu'est, par exemple, créé le Club de Rome. Ici, le livre en 1969, Le Printemps silencieux de Rachel Carson. Rachel Carson montre que lorsqu'on vaporise largement du DDT, comme on le fait à l'époque, le DDT pouvant prévenir, est un insecticide pouvant prévenir les moustiques, etc., bien, il y a une bioaccumulation de cette molécule et la bioaccumulation se fait dans toute la chaîne trophique, toute la chaîne alimentaire. Et on voit à cette époque, dans le fond, des mortalités accrues de populations d'oiseaux parce que le DDT empêche la séquestration du calcium et empêche d'avoir des œufs qui sont durs pouvant arriver à maturité. Donc, le printemps silencieux, c'est un printemps sans oiseaux pour chanter. C'est un printemps où les polluants ont envahi les écosystèmes. La même chose se passe en Asie, au Japon. Ce qui symbolise le plus, c'est l'histoire de la baie de Minamata, où une industrie pétrochimique s'est installée au début des années 1900. Et dès les années 30, il y a des déversements massifs de mercure dans la baie. Et on voit progressivement arriver des maladies, d'abord chez les animaux, ensuite chez les êtres humains. Plus de 10 000 personnes sont mortes ou lourdement handicapées dues à cette bioaccumulation. Donc, ce qui était, à cette époque, vu comme un joyau du développement économique, la compagnie Shiso, voilà, qui était là, c'était vraiment ce qui symbolisait l'essor économique du Japon. On en était très fiers. Quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, travailler un développement économique dans un système ouvert sans considérer la pollution qui en découle, bien, ça peut être très problématique à la fois pour les écosystèmes et pour la population humaine. Et ce concours de circonstances, cette réflexion sur les 30 glorieuses amène des premiers écrits sur la limite de la croissance. Le fameux rapport Meadows, publié par des chercheurs du MIT au Massachusetts, nous montre que finalement, si on continue sur les mêmes politiques, sur le même extractivisme qui se déroule à cette époque, donc cette croissance de 5 % par année, très grand prélèvement des ressources naturelles, bien, on arrivera au tournant du 21e siècle avec de grands problèmes environnementaux. On parle déjà à cette époque-là d'insuffisance de certaines ressources naturelles, d'épuisement sur la biodiversité, sur l'environnement, un premier discours sur les gaz à effet de serre. Donc, ces lanceurs d'alerte, c'était il y a 50 ans, et encore aujourd'hui, ces discours sont tout à fait cohérents. C'est ce qui a fait écrire en 1968 par Garrett Hardin, un économiste, le fameux article dans la revue Science, La tragédie des communaux. Garrett Hardin nous dit que le comportement individuel, soit des individus ou des firmes, des agents économiques, tend à surexploiter la ressource parce que si nous n'exploitons pas cette ressource à titre individuel, bien, un autre le fera, le voisin, et ainsi de suite. Donc, Garrett Hardin nous dit que lorsqu'on applique cette logique, de toujours tendre à l'exploitation pour
dans une lunette de compétitivité économique, bien, lorsqu'on touche des biens communs, les communaux, ça peut s'avérer très problématique. Pensons par exemple à l'atmosphère, l'air qu'on respire, c'est un bien commun. Les pêches en haute mer, lorsqu'on sort des frontières côtières, le 200 000 marins, tout le monde a le droit d'aller pêcher les poissons qui sont là. Et aujourd'hui, le texte de Garrett Hardin, qui était un peu annonciateur de cette surexploitation-là, lorsqu'on regarde les communaux, bien, on voit que c'est totalement appliqué. Regardons par exemple l'atmosphère qui devient un réservoir de gaz à effet de serre, avec une très grande difficulté de contrôle. Il y a bien sûr des premières esquisses de bourse de carbone, mais on est toujours dans cette idée de surexploiter les capacités d'assimilation des gaz à effet de serre par l'atmosphère. De l'autre côté, la même chose pour les pêches en haute mer. 80 des espèces de poissons, la ressource halieutique est surexploitée à l'heure actuelle. C'est d'un point de vue scientifique, c'est au niveau de lanceurs d'alerte de la société civile qu'on voit cette idée sur le développement économique à outrance avoir ses limites et un peu en réaction à ça, mais on voit les premiers courants environnementaux naître. En 1970, c'est le premier jour de la Terre aux États-Unis. En 1971, à Vancouver, dans l'ouest du Canada, la création de l'organisme Greenpeace. Ce sont des mouvements civils, mais des mouvements qu'on voit aussi apparaître dans les politiques. Chez nous, au Québec, les années 70, ça a été la création du premier ministère de l'Environnement, la première loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la protection du patrimoine et des activités agricoles. Donc, il y a une réaction qui est faite à cette époque-là. Il y a une réaction qui est faite aussi dans les universités, chez les scientifiques, les économistes comme les écologues, et on cherche à prendre notre appareillage, nos outils économiques ou écologiques et tenter de renverser cette tendance-là des limites à la croissance. Alors, très rapidement, je vous montrerai une des stratégies qui est employée dans les écoles d'économie. Donc, on réfère toujours aux théories de l'économie néoclassique, mais ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient reconnaître les externalités environnementales. Donc, évidemment, ici, c'est schématisé, c'est caricatural, mais si on prend un marché économique, on a des producteurs de biens, des consommateurs de biens qui s'échangent des biens à un prix donné dans un espace de marché. L'idée ici, c'est que cette production de biens peut avoir des effets externes. Pensons par exemple à la construction d'une voiture qui relâche dans l'atmosphère des gaz à effet de serre ou de certains polluants. C'est une externalité négative, une externalité environnementale. Donc, le premier réflexe des économistes de l'époque, ceux qui ont lancé cette branche qu'on appelle l'économie de l'environnement, c'est d'utiliser les théories, les outils de l'économie néoclassique et de venir intégrer les externalités. Donc, on s'efforce de mesurer la hauteur, le flux d'une externalité. Par exemple, dans le cas d'une pollution d'un cours d'eau, par exemple, on essaie de mesurer quel est le coût de dépollution de ce cours d'eau-là. Donc, on a mesuré l'externalité, on a mesuré le coût de son internalisation et on met en place des politiques qui visent à obliger les différents producteurs d'internaliser ces externalités. En 1972, l'OCDE met en place le principe pollueur-payeur qui est finalement cette application de l'internalisation des externalités. Aujourd'hui, les bourses du carbone, les taxes environnementales, ce sont bien souvent de nouvelles façons d'exprimer cette idée d'internaliser les externalités. Chez les écologistes, on se dit que notre approche traditionnelle de protection de la biodiversité, biodiversité, le terme n'était pas inventé à cette époque, mais de la protection des espèces, des grands espaces, on avait développé tout un discours sur le développement de grands parcs, la protection de la nature avec une approche en cloche de verre. C'est, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, c'est l'époque de la création des réseaux de grands parcs. Et finalement, on se dit dans les années 70 que cette image-là est en trop forte opposition. C'est comme si d'un côté, on pouvait continuer à faire nos activités de façon traditionnelle, un développement industriel, tant qu'on développait un réseau de parcs de l'autre côté. Donc, les néoconservationnistes ont développé cette idée de service écosystémique ou service écologique. Et l'idée, c'est d'avoir un plus grand pouvoir de vulgarisation, de dialogue, un pouvoir argumentaire, en disant que finalement, notre bien-être, notre qualité de vie est intimement liée aux bénéfices qui nous sont offerts par la nature. Donc, cette idée de service écologique, elle se décline en différentes versions. Il y a des grands blocs dans lesquels on peut les catégoriser. Des services d'approvisionnement, donc tout ce que la nature nous offre en termes de biens alimentaires, de produits forestiers ligneux, non ligneux, de différentes ressources halieutiques.
ou fauniques. Il y a des services de régulation, par exemple un système de pollinisateurs qui va permettre d'avoir une bonne agriculture, la qualité de l'air, le contrôle de l'érosion, des services culturels comme la beauté, l'esthétisme des paysages, l'appréciation générale de la nature. Donc ici, on vient d'inventer un discours, un argumentaire visant à influencer politiques, décideurs, à vulgariser auprès des citoyens sur l'importance de bien conserver la nature et sur les impacts potentiels de ce développement économique à outrance. C'est donc à cette époque où les idées germent autant dans les courants économiques que des courants écologiques. Et pour certains penseurs, en fait, l'idée d'internaliser les externalités ou de développer un langage sur les services écosystémiques, ce n'est pas assez. Donc, au tournant des années 80, il y a une rencontre, un premier colloque tenu en Suède qui rassemble des économistes, des écologues, mais aussi des physiciens, des sociologues. Et c'est à ce moment-là que sera fondé le courant disciplinaire d'économie écologique. Et il se schématise de la façon suivante, c'est que, je vous parlais de l'économie de l'environnement et d'internaliser les externalités. Mais dans ce principe d'économie néoclassique, on va d'abord utiliser notre outillage mathématique, nos équations, les référentiels économiques, et on s'assurera de bien distribuer les ressources pour un bien-être social, un optimum social. Et lorsqu'on rencontrera des problèmes en environnement, on pourra utiliser ces mêmes cadres-là pour internaliser des dimensions environnementales. Donc, on reste dans une posture théorique qui est très axée sur cette économie. Dans l'économie écologique, c'est plutôt le contraire, où on vise à comprendre d'abord quelles sont les limites et capacités de la biosphère. Donc, voici quels sont les principes de thermodynamique, les flux de matière, les flux d'énergie, et voici les cadres à l'intérieur desquels nous pouvons constituer, dans un deuxième temps, de juste allocation des ressources naturelles, et finalement, pour nous aider à bien allouer ces ressources dans une perspective de justice sociale, justice environnementale, nous aurons des outils économiques comme des marchés, etc., et au service desquels seront mis en place un regard sur la financiarisation de ces outils. Donc, vous voyez que c'est un changement complètement opposé des concepts où, d'abord, le premier socle est celui de la biosphère, ensuite d'une dimension sociale et finalement d'une dimension économique. Pour vous montrer un peu quels sont les travaux que nous réalisons en économie écologique, je reprends le concept du service écosystémique pour vous présenter quelques travaux à cet effet. Donc, développé d'abord dans les années 70, comme je vous le disais, par des néoconservationnistes, l'idée était de vulgariser, de développer un nouveau langage. Et par la suite, dans les années 90, on a vu que les services écosystémiques sont entrés dans un agenda scientifique. Alors, autant au niveau des écologues, des hydrologues que des économistes, on a cherché à bien mesurer, à quantifier, à qualifier les services écosystémiques. Et une troisième phase s'est amorcée au tournant des années 2000 sur l'inclusion du concept de service écosystémique dans les agendas politiques. Donc, en 1997, une étude qui a fait grand bruit, qui a été critiquée avec raison à bien des égards, mais qui a vraiment mis sur la carte ce concept de service écosystémique. C'est une étude publiée dans la revue Nature par Robert Costanza, un des fondateurs du mouvement de l'économie écologique avec ses collègues. Et dans l'idée de lancer un pavé dans la mare, il évalue quelle est la contribution économique de l'ensemble des services écosystémiques au système économique mondial. Donc, il va regarder l'ensemble des écosystèmes, va traduire ces écosystèmes en des flux de services. Donc, quelle est la valeur du bois produit par les différents territoires forestiers, de l'agriculture, de la pollinisation, et il arrive à la conclusion qu'il y a une valeur de 33 billions de dollars qui est offerte gratuitement ici par la nature, soit près de 2 fois le PIB mondial qui, en 1997, est de 18 billions de dollars. Donc, quand je vous disais que c'était inclus dans l'agenda scientifique, mais c'est vraiment à cette époque qu'on a essayé de mesurer, de bien catégoriser. Et par la suite, on s'est dit que dans des termes d'agenda politique, on pouvait continuer, bien sûr, comme le fait l'Union internationale de la conservation de la nature, à avoir un regard sur la qualité des écosystèmes, sur les espèces, de classer avec la taxonomie qu'on connaît, mais on pouvait aussi emprunter ce nouveau concept pour voir quel était l'impact et l'évolution de la santé des écosystèmes sur l'être humain.
Donc, au tournant des années 2000, il y a l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, une initiative onusienne rassemblant plus de 1000 scientifiques dans plus de 100 pays, qui vise à faire l'état de la biosphère sous cette lunette de services écosystémiques. Donc, l'idée, c'est de dire que nous avons des services plutôt intangibles, d'auto-entretien. Donc, la relation entre le biotique, la biotique, la santé d'un écosystème va catalyser la production de services écosystémiques d'utilité, donc des services d'approvisionnement, de régulation culturelle, et ceux-ci, à différents égards, vont impacter des constituantes du bien-être humain, donc des constituantes de santé, de relations sociales, de sécurité. Et dans cette étude publiée en 2005, on nous dit que sur l'ensemble des services écosystémiques évalués, donc on a fait des grilles, on a rassemblé, il y a environ un peu plus de 25 services écosystémiques qui ont été évalués. Et sur ceux-ci, 60 % sont dans un état dégradé en érosion, dû à différentes pressions environnementales, des changements d'habitat. Donc, quand on transforme une forêt mature en un développement résidentiel, des changements climatiques, des espèces invasives, la surexploitation des ressources et de la pollution systémique. C'est ces facteurs de pression qu'on rassemble sous la dénomination changements globaux. Donc, ces changements globaux, ces facteurs de pression multiples impactent les écosystèmes, impactent la biodiversité à hauteur en 2005 et aujourd'hui, la tendance est accélérée, donc de plus de 2/3%. Le rapport de la Plateforme internationale de la biodiversité et des services écosystémiques, une initiative onusienne qui est un peu le penchant biodiversité du GIEC, publiait en juin dernier que 75 % des zones terrestres sur le globe et 66 % des zones maritimes sont altérées. Et depuis, en fait, ce concept de service écosystémique a été repris dans des initiatives internationales, nationales, locales. Parmi celles-ci, The Economics of Ecosystem and Biodiversity, cette idée de mesurer quels sont les coûts d'érosion de la biodiversité pour nos systèmes économiques et pour le bien-être humain, ou encore cette fameuse plateforme sur la biodiversité et les services écosystémiques. Peut-être le plus bel exemple d'inclusion des services écosystémiques dans des agendas politiques, c'est ce mémo émis par le bureau du président américain, c'est en 2015, donc le président Obama, qui dit que maintenant, pour tout projet financé par une agence publique, donc tout projet porté par le gouvernement fédéral, doit faire l'objet d'une analyse de son impact sur les services écosystémiques. En 1980, Ronald Reagan avait lancé le même mémo en disant « Pour chaque projet d'une agence publique, on doit faire une analyse d'impact environnementaux. » Bien, maintenant, c'est cette idée d'impact environnementaux dans un autre degré de finesse, de leur impact sur le bien-être humain à travers la lunette des services écosystémiques. Gretchen Daly, une des grands intellectuels du mouvement de l'économie écologique et une des fondatrices de ce concept de service écosystémique, nous dit qu'on doit penser à la circularisation du concept. La circularisation du concept, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est d'abord considérer que nos écosystèmes, oui, nous fournissent des services. Donc, on peut utiliser une panoplie d'outils, je vous en montrerai quelques-uns tout à l'heure, pour passer d'un écosystème à un flux de services. On peut ensuite utiliser d'autres outils propres aux économistes, aux tenants des sciences sociales pour montrer la pluralité des valeurs de ce flux de services écosystémiques, des valeurs économiques, des valeurs culturelles, patrimoniales. Et ensuite, où la circularisation est importante, c'est qu'on veut que cet ensemble, ce regard pluriel sur les valeurs des écosystèmes puisse donner des informations pertinentes aux institutions qui gèrent l'aménagement du territoire, l'utilisation des ressources, la santé publique, pour finalement impacter des décisions sur l'action qui changera l'aménagement des écosystèmes. Donc, d'un point de vue théorique et technique, comment ces services écosystémiques peuvent s'inclure dans des agendas politiques? C'est d'abord dans des échelles très, très larges. On peut reconnaître la valeur de services écosystémiques dans des lois, des normes, des règles, des politiques. On le voit apparaître de plus en plus chez nous, en Amérique du Nord, à l'échelle des États américains, des provinces canadiennes, où, par exemple, la loi sur la qualité de l'environnement inclut maintenant un dispositif reconnaissant les services écosystémiques. Dans une échelle méso, à l'échelle régionale, par exemple, on peut avoir des mécanismes socio-économiques comme des études d'impact stratégiques,
des certifications, des analyses coûts-avantages qui maintenant incluent cette nouvelle dimension. Donc, on est dans une logique d'internalisation des services écosystémiques et finalement, à une échelle plus fine, on peut saisir ces valeurs par la création de nouveaux marchés, les plus éloquents étant bien sûr les différents marchés du carbone que l'on voit apparaître dans plusieurs géographies. Donc, c'est un petit peu un tour théorique que je conclus avec une auteure majeure en économie institutionnelle, économie écologique, c'est Elinor Ostrom, donc une économiste américaine qui a remporté le prix Nobel d'économie en 2009 pour sa réponse durant toute sa carrière à Garrett Harding et à la tragédie des communaux. Donc, ce que disait Elinor Ostrom, c'est que, en fait, les agents économiques ne sont pas totalement froids et n'ont pas cette idée de compétition et de surexploitation de la ressource. Il y a des arrangements institutionnels qui se créent entre différents acteurs et cette idée de gouvernance socio-écologique, de système socio-écologique, nous montre qu'il y a espoir et qu'on n'est pas des agents économiques complètement froids qui surexploiteront la ressource, mais à travers des dizaines et des centaines d'études de cas qu'elle et ses équipes ont menées, elles ont montré que ces équipes, que, en fait, quand on considère un système socio-écologique avec ses dimensions de ressources naturelles, d'unité de ressources, des systèmes de gouvernance et différents acteurs, et lorsqu'on est capable de bien comprendre ça et d'avoir les bons canaux de circulation de l'information, on peut arriver sur une action collective qui va aller à l'encontre de la théorie de Garrett Harding sur la tragédie des communaux. Donc, c'était une partie théorique que je vous invite à suivre dans une étude de cas au Québec. Donc, comment l'économie écologique, dans son historique, ses concepts, sa vision en service écosystémique, comment on peut atterrir ça dans un projet bien réel qui implique différents acteurs. Donc, d'abord, je vous amènerai sur un concept. Moi, je suis biochimiste de formation, alors un métabolisme, pour moi, à la base, c'est un métabolisme moléculaire, cellulaire, comment les organismes vivent. Et lorsque je me suis penché dans mes recherches il y a quelques années sur le métabolisme social, ça m'a fait bien rire qu'on pouvait utiliser les mêmes théories, les mêmes outils, les mêmes équations pour comprendre la circulation de la matière, des flux et de l'énergie à travers une société et non pas seulement à l'intérieur de cellules ou d'organismes vivants. Donc, le métabolisme social, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de reconnaître la circulation énergétique dans le système socio-écologique. Donc, ici, appliqué en agriculture, c'est de dire que les systèmes agricoles sont associés à une certaine biodiversité, à certains animaux de ferme. Ils vont recevoir de l'énergie extérieure, l'énergie du soleil. Et de l'autre côté, bien, il y a la société, donc les communautés agricoles, mais l'ensemble de la société qui consomme ces biens alimentaires, qui elle-même a ses propres patrons de distribution énergétique. Donc, l'idée que nous avons lancée avec un groupe de chercheurs et qui a duré sur près d'une dizaine d'années, c'est d'étudier 12 sites en République tchèque, en Autriche, en Espagne, au Canada et aux États-Unis pour comprendre l'évolution des flux d'énergie dans le système agricole. Avant de plonger dans le système québécois, je vous montre un peu cette tendance qu'on voit dans nos 12 études de cas. Et ici, c'est les ROI, c'est les ressources énergétiques par rapport à l'investissement. Donc, combien je retire d'énergie par rapport à l'énergie que j'ai investie. Donc, vous voyez ici que la progression des années 1800, on est dans un retour sur investissement énergétique qui va de 10 à 20 à 25 fois. Ça veut dire que pour chaque unité d'énergie que je mets, du travail manuel, des énergies animales à cette époque, bien, à chaque fois que je mets une unité énergétique, je suis capable d'en récupérer de 10 à 15 à 25 fois en termes d'énergie des biens alimentaires. Et vous voyez la progression, et je vous l'expliquerai un petit peu dans les prochaines diapos, c'est qu'au courant du dernier siècle et demi, on est passé sur un retour sur investissement très positif à un retour sur investissement aujourd'hui malheureusement marginal. Et c'est ce qu'on a appelé avec les collègues la trappe énergétique. Parce que voici les systèmes agraires traditionnels où nous sommes dans un investissement positif en énergie. Et évidemment, il faut rencontrer des besoins. Quand des grandes organisations internationales ont mis sur pied la Révolution verte au milieu du 20e siècle, c'était pour répondre à des besoins criants, des besoins de famine. Donc, on a dû transformer les systèmes agricoles pour les faire devenir plus productifs. Nous avons choisi, par contre,
une des voies possibles. Nous avons choisi la voie des énergies fossiles pour mécaniser, pour augmenter les intrants d'énergie fossile dans le système, alors que d'autres chemins, d'autres cascades événementielles auraient peut-être été possibles. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces 12 sites que je vous montre, et évidemment, on peut extrapoler et penser que la majorité de nos agricultures industrielles sont dans cette trappe énergétique, mais elles sont tombées dans un scénario où il faut investir énormément d'énergie pour avoir un retour énergétique alimentaire potable. Pour vous montrer que ces patrons-là existent, et qui sont bien réels. Je vous présente une étude qu'on a faite, mais vous pourriez lire des documents en agroécologie qui vous montrent qu'il y a beaucoup de chemins possibles pour augmenter la productivité du système agricole sans tomber dans cette trappe énergétique. Une des études qu'on a faites avec deux de mes collègues et Marc-Olivier Martinguay, un étudiant à la maîtrise, c'est qu'on a fait une méta-analyse. On a recensé 939 études dans 126 localités différentes pour voir quels étaient les bénéfices des cultures intercalaires. Les cultures intercalaires, c'est quoi? Bien, c'est plutôt que de cultiver deux cultures différentes en monoculture, on les associe. Et historiquement, les savoirs traditionnels, vous allez sur tous les continents, il y a cette idée de faire des cultures intercalaires parce qu'il y a de différents avantages à ça, de la lutte aux ravageurs, de la productivité agricole. Aujourd'hui, avec la Révolution verte, nous sommes uniquement, lorsqu'on parle d'intensification de l'agriculture, dans une approche de monoculture et d'agriculture industrialisée. Ce que nous montre cette étude-là, en fait, c'est que si on appliquait des cultures intercalaires au niveau de la demande en superficie, eh bien, on est 30 % moins demandant en superficie. Donc, vous voyez, ça, c'est notre évolution sur la superficie. En termes de productivité énergétique, il y a 38 % plus de productivité énergétique pour la même superficie, pour le même hectare qui est produit par des cultures intercalaires que des cultures en monoculture. Et finalement, au niveau économique, pour les agriculteurs pratiquant cette forme d'agriculture, eh bien, on est à 33 % plus élevé sur les bénéfices qui sont générés par ce type d'agriculture. Évidemment, c'est une agriculture où ce n'est pas une agriculture corporative, il y a moins de recettes, elle se base sur des systèmes traditionnels, mais lorsqu'on regarde les crises alimentaires actuelles, la demande en ressources spatiales, la pollution systémique venant d'intrants agricoles, bien, peut-être que voici une des pistes pour à la fois éviter la trappe énergétique, mais soutenir les besoins en production alimentaire à l'échelle globale. Je reviens au cas québécois pour vous montrer que cette trappe énergétique, on l'a très bien senti des années 1870 à aujourd'hui. Alors ça, c'est le fruit du travail d'un postdoctorant dans le laboratoire, Louis Parcherizas, qui a littéralement passé 2 ans à aller éplucher les archives au gouvernement du Québec dans les fiducies agricoles pour comprendre les lots cadastraux, les familles, le nombre d'enfants par territoire, pour vraiment comprendre quels étaient les intrants en énergie à l'échelle des fermes à cette époque-là. Et il nous montre, dans le fond, qu'il y a toujours cette distinction entre société et agro-écosystème, à l'intérieur duquel il y a des forêts, des pâturages, des systèmes de culture, des animaux de ferme. Parfois, il y a une circulation de l'énergie parce qu'on fait une culture pour nourrir les animaux, etc. Ce qu'on retient ici de cette étude, c'est que notre investissement en énergie, ici, on est à 7000 terajoules. Donc, à chaque fois qu'on investit une unité énergétique, mais on en retire environ 10. Donc, notre système est très productif parce qu'il est capable d'avoir une demande assez faible en énergie pour en produire beaucoup plus. En 1951, déjà 40 % de l'agriculture fonctionne sur les énergies fossiles, puis on a vu ce ratio-là d'investissement en énergie s'approcher du 1 pour 1. Donc, on augmente les intrants externes, notamment les énergies fossiles, puis on a des extrants d'à peu près 1 pour 1. En 2011, bien, là, c'est plutôt du 4 pour 1. Il faut mettre 4 fois une énergie pour en retirer une unité. Et ça, c'est uniquement d'un point de vue énergétique. C'est sans considérer les autres impacts environnementaux que peuvent avoir le type d'agriculture industrielle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le même regard sur la transformation des différentes productions. Donc, vous voyez, des années 50 à 2011, plus on s'en vient dans des couleurs chaudes, vers le rouge, plus ce sont des territoires où on retrouve une agriculture intensive. Et ça s'est symbolisé chez nous par l'abandon des fermes laitières et l'augmentation des fermes porcines.
Donc, ce bref regard historique pour vous montrer qu'aujourd'hui, on rencontre plusieurs problématiques dans le sud du Québec, qui est vraiment le grenier de la province, parce que c'est là que sont concentrées les meilleures terres, les terres les plus arables, mais c'est là qu'il y a aussi les plus forts arbitrages entre développement économique, développement résidentiel, besoins récréotouristiques. Donc, je vous parle sur l'ensemble des impacts que nous ressentons dus à différents systèmes, différents secteurs économiques, mais dans le monde agricole, ce qu'on voit apparaître et qui est très, très symbolique, ce sont des effloraisons d'algues bleues et vertes. Donc, ce qui était pratiquement inexistant il y a quelques décennies, aujourd'hui, c'est rendu assez majeur et répandu sur le territoire. Ce qui fait en sorte que pour des villégiateurs qui avaient une résidence secondaire aux abords d'un lac, quand on a des effloraisons d'algues bleues et vertes, non seulement on ne peut plus descendre dans le lac, s'y baigner, mais la valeur foncière de nos résidences a fondu et il y a de la mortalité animale liée à ça. Donc, avec des collègues, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un grand projet de recherche, à la fois en génomique, en génie des eaux, en sciences sociales. Et l'idée, c'était de comprendre comment on peut essayer de renverser la tendance de façon durable. Parce qu'évidemment, les sols ici ont servi d'éponge pendant des décennies. Maintenant, elles sont gorgées de phosphore et d'azote. Et c'est pas dans une échelle de temps courte qu'on pourra renverser la tendance sur ces intrants agricoles. Donc, comment faire pour gérer cette situation sur les intrants agricoles auprès des agriculteurs et des parties prenantes impliquées dans ce secteur industriel? Bien, il y a d'abord le cadre réglementaire. Donc, il y a un appareillage légal très, très fourni qui nous permet d'intervenir. On peut mettre en place des règles claires, une norme. Voici, on n'utilise pas tel pesticide parce qu'on le juge trop dangereux. On peut mettre en place des conditions d'éco-conditionnalité. Donc, si vous voulez continuer à faire telle pratique, vous devez respecter ces guides de bonne pratique. On peut mettre en place des taxes, etc. Mais de l'autre côté, on peut aussi mettre en place des incitatifs. Donc, c'est un peu le jeu du bâton et de la carotte, de dire, bien, d'un côté, dans un mandat social pour une question de santé publique, de productivité, de conservation de la biodiversité, nous mettrons sur pied un cadre réglementaire qui cadrera les activités agricoles. Et de l'autre côté, par contre, il y aura des incitatifs pour pouvoir faire de justes changements de pratiques et d'essayer d'avoir une équité, une justice environnementale et pas qu'un ensemble de la population, les agriculteurs, soient mis au banc. Donc, avec les collègues, c'est le projet Attrape dont je vous parlais, qui est sur les algues bleues et vertes, financé par un collectif d'agences au pays. Et on vise à regarder ce qui s'est fait dans les dernières 15 années au Canada en termes de soutien aux agriculteurs pour l'agro-environnement. Donc, de 2005 à 2010, le gouvernement canadien, dans le cadre de son cadre stratégique agricole, a financé différentes initiatives, différents projets pilotes afin de dynamiser les pratiques agro-environnementales. Donc, dans certains secteurs, on a vu se mettre en place des paiements annuels. Dans d'autres, des crédits de taxes, des principes d'enchères, des fiducies foncières, des bourses de carbone. Donc, une série de stratégies pour voir quelles étaient les options les plus favorables. Au Québec, ça s'est transféré dans une logique de paiement ponctuel. Donc, le programme Prime Vert au Québec est doté d'une enveloppe de quelques millions de dollars où on va financer, soutenir les agriculteurs qui veulent utiliser moins de pesticides, faire des changements d'infrastructure, planter des bandes riveraines, des haies brise-vent. Et en 2012, la table de travail canadienne sur la biodiversité et les services écosystémiques entreprend un bilan de 2 ans sur l'ensemble de ces projets pilotes et arrive à une série de conclusions, de recommandations. Et la première étant que l'intervention à l'échelle nationale pour traiter des enjeux agricoles, ce n'est pas la bonne échelle. Donc, forcément, quand on travaille à l'échelle nationale, quand on met des politiques en place de type Prime Vert, on a tendance à homogénéiser les systèmes socio-écologiques. Parce qu'à l'échelle du Canada, vous pouvez deviner que les cultures humaines et agricoles sont bien différentes, les pratiques, les géographies, la biodiversité. Donc, ce que recommandait ce groupe de travail, c'était dans le principe de subsidiarité, de descendre à la bonne échelle de gouvernance. Donc, d'amener les soutiens aux pratiques agro-environnementales, non pas à l'échelle nationale, mais à des échelles régionales, voire locales. Et c'est l'objet de notre travail, en fait, cette idée
de faire des programmes de paiement, de rétribution pour des services écosystémiques. Et ce qu'on a remarqué avec la littérature dont je vous présentais et la littérature scientifique, c'est de dire que lorsqu'on est dans une échelle qui est trop grande, qu'on a une vision homogène de l'agriculture, on est dans une logique de paiement pour la pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on va financer des agriculteurs pour mettre en place une série de pratiques, mais ensuite, on espère qu'il y aura des impacts positifs. Donc, nous, on vise à amener ça dans un système circulaire de paiement pour la performance. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, comme dans le premier cas, financer des agriculteurs pour changer des pratiques. Dans le premier cas, on ne sait pas quels seront les impacts. Dans le cas qu'on veut mettre en place, bien, on essaie de voir est-ce que le changement de pratique va pouvoir avoir un impact sur notre agroécosystème qu'on pourra mesurer et qu'on pourra monitorer ou on pourra ajuster le soutien aux agriculteurs selon leur performance environnementale. Donc, l'étude de cas que je vous présente, c'est celle de la baie Missisquoi. Vous voyez ici, c'est l'île de Montréal. Donc, on est à environ une centaine de kilomètres de Montréal. C'est un territoire agricole intensif, très valorisé pour les activités récréotouristiques aussi. On a un degré de complexité parce qu'on est sur un territoire qui est transfrontalier. Alors, ici, la frontière avec les États-Unis est environ là. Et ce qu'on a fait, c'est de sélectionner, de trouver des modèles pour sélectionner les meilleures pratiques aux meilleurs endroits. Donc ici, c'est des modèles d'écologie du paysage où chaque pixel de 30 mètres par 30 mètres ici est dépendant de ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval. Et on a, avec notre travail en économie, caractérisé quelles sont les contraintes économiques d'implantation de diverses stratégies agro-environnementales. Donc des bandes riveraines de 5 mètres, de 10 mètres, de 25 mètres, du drainage contrôlé, donc de la séquestration de phosphore en bout de champ, des cultures de couverture, donc une série de pratiques comme ça qu'on a mesurées de façon économique. Quel est le coût d'implanter 1 km de bande riveraine, etc. Et le logiciel qu'on a employé, qui s'appelle RIOS, nous dit avec, évidemment, beaucoup de longs mois de paramétrage et de données sur la qualité des eaux, les flux écologiques dans les écosystèmes, bien, on peut lui poser des contraintes et il nous fera émerger les meilleures solutions. Donc, à l'échelle de la baie Missisquoi, ce qu'on dit à notre modèle, c'est d'abord, voici le budget actuel dont disposent les organisations publiques pour travailler au niveau agro-environnemental, environ 120 000 $ pour la région. Donc, c'est très dur à voir ici, là, mais notre logiciel nous fait émerger des solutions pour ce budget, cette contrainte budgétaire. Si on avance dans notre ambition économique et on dit qu'on a 320 000 $ et on veut travailler sur 3 000 hectares, on voit tranquillement apparaître des zones d'intervention avec la bonne pratique qui est choisie. De l'autre côté, on a utilisé un autre modèle qui s'appelle MESH, Measuring Ecosystem Services for Human Well-Being, qui nous dit qu'à chaque fois qu'on vient planter une bande riveraine, une haie brise-vent, une culture de couverture, on impacte forcément l'agroécosystème. En impactant l'agroécosystème, on va impacter le flux de services écosystémiques. Donc, c'est ce qu'on cherche à mesurer ici à travers 4 services écosystémiques distincts. La séquestration de carbone, l'approvisionnement en eau, les exportations, les flux de phosphore et les flux sédimentaires. Et ce qu'on montre dans cette idée de monitoring, de bon design, de bonne conception d'une échelle locale de paiement pour services écosystémiques, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans une situation où on investit là, sur une période de 20 ans environ 2 millions de $. Donc, vous voyez, le retour sur investissement est très, très faible. On est dans l'ordre de marginalement sous les 5 % de changement dans notre dynamique agro-environnementale. Lorsqu'on veut penser à des flux de phosphore qui sont contrôlés, si on veut vraiment s'attaquer au phénomène d'algues bleues et vertes, on devra réduire la quantité de phosphore, d'azote, de l'ordre de 10, 15, 20 % et on devra ici passer plutôt dans des approches budgétaires de 42 millions de $ pour ce petit territoire. Donc, c'est le message que nous passons aux parties prenantes, aux décideurs, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une stratégie de tartinage. Donc, on prend un peu de confiture, on l'étend sur notre outil et on espère que ça fasse quelque chose. Donc, l'idée, c'est d'être beaucoup plus robuste et actif dans les stratégies et de donner les bons budgets qui puissent pouvoir avoir des solutions qui sont probantes.
Donc, c'est la modélisation qu'on fait d'un côté. Et de l'autre, ce qu'on cherche à faire, toujours dans notre idée de circulariser les services écosystémiques. Donc, on a évalué le flux de services, on a quantifié la valeur de mise en œuvre, mais de l'autre côté, on veut aussi évaluer la demande sociale. Donc, en économie écologique, on a différentes méthodes qui nous permettent d'estimer cette demande sociale dans des dimensions qualitatives, quantitatives. Je vous présente rapidement un des travaux qu'on a fait avec des méthodes, c'est des techniques d'enquête où on demande aux gens qu'est-ce qu'ils seraient prêts à contribuer, donc leur volonté à payer pour un changement de qualité dans leur environnement. Et nous, on considère cette volonté à payer comme un marqueur de demande sociale. Donc, on dit aux gens qui habitent dans ce paysage, qui est en banlieue de Montréal, dans la région de Joliette, qui est une zone agricole intensive, on leur dit, voici le paysage que vous avez actuellement. Culture de maïs, culture de soya. Voici l'évolution dans une logique statu quo de ce territoire-là, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution des boisés agricoles, uniformisation des cultures, impact sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité. Par contre, on peut mettre en place des pratiques agro-environnementales, comme une politique de bande riveraine spontanée, une politique de bande riveraine structurée et finalement un scénario optimisé où il y aurait même des dynamiques paysagères intégrées dans cette politique agro-environnementale. Et on leur dit à ces citoyens, qu'est-ce que vous seriez prêts à payer sur votre compte de taxes municipales pour que de tels types de pratiques soient mises en œuvre? Et on se rend compte que finalement, cette volonté à payer, elle est significative. On est dans des ordres de 800 $ par année que les gens sont prêts à payer sur leur compte de taxes pour voir la qualité de leur environnement s'améliorer. Donc, la même chose a été faite dans la réduction des épisodes d'algues bleues et vertes, où on a demandé à des touristes, donc des canoteurs, des baigneurs, des kayakistes, ce qu'ils étaient prêts à contribuer pour diminuer les floraisons d'algues bleues en termes d'activités récréotouristiques, d'aspect visuel, des diminutions des odeurs également. Et là encore, on a une valeur cumulée de 350 $ par année que les gens sont prêts à investir pour renverser la tendance. Donc, nous, c'est les messages qu'on passe aux parties prenantes en disant, regardez, d'un côté, vous avez une échelle d'intervention qui est majeure, mais de l'autre, vous avez une caution sociale, une demande sociale qui est forte. Ensuite, on circularise toujours et on en vient dans une idée d'économie institutionnelle à essayer de comprendre dans quelle eau naviguent nos agriculteurs dans la région. Donc, évidemment, le métier premier de ces gens, c'est de faire de l'agriculture, de nourrir leurs concitoyens, de vendre les grains sur des marchés. Mais voici simplement l'ensemble de parties prenantes dont ils doivent remplir des formulaires, connaître les programmes, intervenir lorsqu'ils veulent s'engager en agro-environnement. Donc, on doit se conformer aux directives du ministère de l'Agriculture du Québec qui est relatif ensuite au code de conduite du gouvernement canadien. Les initiatives ensuite agro-environnementales se joignent à cette étape-là. Ensuite, il y a des initiatives privées. Donc, évidemment, il y a des conseillers agricoles qui existent, mais avec la tendance à la dimension industrielle de l'agriculture. Maintenant, les agronomes, et là, je ne veux pas généraliser, mais il y a des appuis de la littérature qui montrent une grande majorité des agronomes sont plutôt dans un service de vente de pesticides, de vente de variétés à haut rendement, sont moins dans l'accompagnement de l'agriculteur dans ce long chemin pour changer la pratique. Donc, c'est un autre signal sur nos institutions, comment, entre le politique et les gens qui travaillent la terre, comment parfois ce chemin est complexe et comment on doit accompagner les gestionnaires de la terre. Dans une autre recherche, toujours dans le même cadre, un stagiaire postdoctoral, Vijay Kolinjivadi, a passé 2 ans de travail à l'île du Prince-Édouard. Et l'île du Prince-Édouard, c'est un fantastique laboratoire parce que c'est une province canadienne, mais c'est un site qui est assez petit, 100 000 habitants, une île dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, dans cette province, de mettre en œuvre des politiques, on voit une effectivité qui est beaucoup plus rapide. Et à la fin des années 2000, il y a eu un épisode de mortalité de poissons drastique. Donc, la pollution des cours d'eau a amené vraiment les poissons à remonter à la surface et il y a eu vraiment un grave problème d'acceptabilité sociale, évidemment. On lançait la pierre aux agriculteurs en disant « Vos pratiques tuent notre environnement, il faut faire quelque chose ». Et le gouvernement en place a adopté une stratégie de paiement pour services écosystémiques, donc le programme ALUS,
Et l'idée, c'est de dire qu'un groupe d'agriculteurs peut, en se mettant ensemble, proposer un projet environnemental. Donc, un projet de plantation de bandes riveraines, de changement de culture de couverture, de réintroduction d'une espèce menacée. Et ce programme financera cette transition, donc d'un changement de pratique plus intensive à un changement plus léger sur l'environnement. Donc, ça a été mis en place et 10 ans plus tard, VJ a fait une soixantaine d'entretiens avec des agriculteurs, des décideurs, des aménagistes, des professionnels pour essayer de comprendre en fait quels étaient les tenants et aboutissants de l'adoption d'un programme de paiement pour services écosystémiques, toujours dans l'idée de nourrir la réflexion au Québec. Et en fait, en allant rencontrer les agriculteurs, la première fois, et ça, c'est des témoignages qui sont fréquents, les gens, quand ils débarquent sur l'île du Prince-Édouard, sont fascinés par la structure, la mosaïque paysagère agroécologique. Il y a énormément de bandes riveraines, de haies brise-vent, il y a beaucoup d'arbres, ce sont des petits territoires qui sont travaillés, donc on peut réalistement, intuitivement penser à un succès de ces programmes agro-environnementaux. Alors, Vijay, dans sa portraitisation de la situation, nous montre que, finalement, les agriculteurs qui sont là n'ont pas trop le choix de cultiver de la pomme de terre parce que les principaux clients sur l'île sont des acheteurs de pommes de terre, donc des grandes chaînes comme McCain, Cavendish, qui sont elles-mêmes des fournisseuses de supermarchés ou de restaurants de restauration rapide comme McDonald's ou Walmart. Et finalement, on regarde cette structure-là et on voit que le programme ALUS est en fait un programme qui est 100% financé par la famille Weston, qui a une grande chaîne d'épicerie partout au Canada. Donc il y a cette idée de ramener des conflits environnementaux à l'échelle de l'agriculteur et de sa communauté, alors qu'il est internalisé dans une économie globalisante. Et le phénomène, finalement, les conclusions des articles que vous pourrez lire si vous y voyez un intérêt, c'est que le comportement des agriculteurs, lorsqu'ils ont une terre à l'île du Prince-Édouard, ils se plient au code de ALUS, mais lorsqu'ils dégagent du profit, ils vont acheter des terres dans d'autres provinces limitrophes, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, et ils vont faire de la culture intensive de la pomme de terre. Donc, vous voyez que c'est sans cette reconnaissance, et ça, c'est cette idée de gouvernance environnementale. Si on n'est pas capable de bien positionner les enjeux environnementaux dans les espaces, les échelles dans lesquelles ils naviguent, bien, on sera toujours dans cette idée de tartinage où on mettra en place des programmes, mais qui auront un effet que très marginal. Donc, pour proposer des solutions, nous avons été étudier également d'autres initiatives en Nouvelle-Zélande, en Ontario, des marchés du phosphore. Donc, on s'est dit, si on est capable de bien monitorer les flux de phosphore, on pourrait mettre en place un système de crédit, un système d'échange, un peu comme la bourse du carbone, mais où la limite, la géographie, serait le bassin versant. Donc, à l'intérieur de mon bassin versant, un agriculteur qui veut adopter des pratiques agro-environnementales, diminuer ses intrants en phosphore, sera crédité de crédit phosphore qui pourra échanger à des projets qui en demandent une consommation. Donc, nous sommes dans la fin de cette boucle-là parce que nous avons été mandatés à l'automne dernier par le gouvernement du Québec qui a mis en place la stratégie québécoise de l'eau 2018 à 2030 où on vise à réfléchir sur comment améliorer la qualité de l'eau à travers diverses stratégies. Et cette recherche que nous avons mis en place sur les services écosystémiques, sur la réflexion des designs de programmes de paiement, et je reviens à cette idée de circularisation de l'information, et bien maintenant, on est à l'échelle du décideur et nous sommes impatients de voir ce laboratoire vivant s'il pourra porter ses fruits et si la décision sur l'action sera effectivement porteuse pour la santé des écosystèmes. Donc, à l'aide de cette lecture historique et de notre étude de cas, je vous amène dans une dernière portion de la conférence sur quel est l'avenir de l'économie écologique. L'avenir de l'économie écologique, on doit le mettre un peu comme Vijay l'a fait ici, on doit le mettre dans l'économie globalisée, l'économie dominante, l'économie financiarisée. Et ramener ça à nos 3 définitions premières de qu'est-ce que c'est l'économie. L'économie, c'est la juste allocation des ressources pour un optimum, un bien-être optimal dans la société. Donc, on répond à 3 grands critères. Le premier, c'est le concept d'efficacité. La ressource que j'utilise, je l'utilise de la meilleure façon, je suis efficace dans mon usage. Un deuxième principe, c'est l'optimalité. La façon dont j'ai pris pour
gérer ma ressource, la redistribuer dans la société, mais je suis capable d'augmenter l'utilité pour maximiser le bonheur, l'utilité chez un plus grand nombre de gens. Et finalement, la durabilité, bon, on veut que nos mécanismes de prélèvement, d'approvisionnement des ressources soient durables dans le temps. Juste un regard pour vous montrer où nous en sommes à l'heure actuelle dans cette idée d'efficacité, d'optimalité, de durabilité. En économie écologique, nous travaillons avec le concept de valeur économique totale. La valeur économique totale, elle, intègre la valeur marchande. Donc oui, évidemment, il y a des marchés d'échange avec des signaux de prix sur lesquels des biens et des services sont transigés. Mais une valeur économique, c'est plus que ça. C'est aussi des valeurs d'usage indirect. Ça, c'est tout ce qui est relié à nos services écosystémiques, ce dont on vient de parler dans la dernière heure, que certains services que nous recevons, certains bénéfices sont intangibles, ne sont pas véhiculés sur des marchés, mais affectent quand même notre bien-être. Une troisième dimension, c'est la valeur d'option. Si aujourd'hui j'utilise une ressource, peut-être qu'elle sera plus disponible dans un avenir à court, moyen, long terme, mais c'est cette option de l'utiliser d'une autre manière dans l'avenir dont je viens de me priver. La valeur économique totale, c'est aussi des valeurs de non-usage dans une dimension de legs intergénérationnel, d'appréciation de la valeur d'existence. Donc, peut-être que jamais de ma vie, je ne verrai la grande barrière de corail, mais de savoir qu'elle est là, qu'elle est un habitat pour des centaines d'espèces, qu'elle est unique, ça a une valeur pour moi. Et ça intègre une valeur d'utilité, de bien-être, de non-usage, mais une valeur économique tout de même. Et juste pour vous montrer un exemple, je fais un petit point sur la valeur d'option et sur les scénarios d'utilisation de nos ressources. Vous savez, au Québec, il y a quelques années, on a proposé le Plan Nord. Le Plan Nord, c'est le développement du Nord québécois dans une lecture historique assez cohérente avec les 200 dernières années. Au Canada, le pays s'est fait sur l'exploitation des ressources naturelles, sur l'extractivisme. On a de grandes anecdotes dont tout Québécois, Québécoise connaît, le fer à 1 cent la tonne. C'était à l'époque du premier ministre Maurice Duplessis qui, pour créer de l'emploi, développer le nord du Québec, vendait littéralement la ressource pour une fraction du prix, question de stimuler l'économie. Donc, dans le plan Nord, et évidemment, ce n'était pas le même extractivisme, il y avait des bons projets, une bonne lecture là-dedans, mais on avait quand même cette idée du développement économique par un extractivisme fort. Et cette idée de valeur d'option, je la symbolise par ce lichen qui a été étudié par mon ami et collègue Normand Voyer, qui est un chimiste à l'Université Laval. Et ce que fait Normand, c'est qu'il fait de la prospection moléculaire. Donc, on a pensé souvent que nos médicaments, les nouvelles molécules étaient dans l'Amazonie, dans la ceinture équatoriale. Bien, lui, il s'est dit que les espèces vivant dans le nord québécois avaient tellement de facteurs de pression, le froid, le climat difficile, qu'elles avaient certainement développé des mécanismes originaux et uniques pour s'adapter à leurs conditions. Donc, c'est le travail de Normand depuis quelques années. Et donc, ce qu'il fait, c'est que dans des organismes comme ça, des plantes, il va regarder si on ne découvre pas des nouvelles molécules. Parce que 50% des médicaments qui nous soignent sont issus de la biodiversité, sont issus de molécules découvertes dans la nature. Et sur ces nouvelles molécules qu'il découvre, ensuite, il va les appliquer sur des différentes maladies pour voir quels sont les effets. Et ce lichen qui pousse au nord du 60e parallèle, dans le nord du Québec, qui grandit de 1 cm par décennie, et en fait, on y a trouvé la molécule la plus efficace dans la lutte à la malaria. Donc, vous voyez, si on développe le nord du Québec en creusant des trous, chaque fois on enlève du lichen qui prend 1 décennie pour pousser d'1 centimètre, c'est cette valeur d'option, c'est cette valeur de découverte d'un monde nouveau, de traitement, de nouvelles ressources dont on vient s'enlever. Donc, sommes-nous efficaces dans l'utilisation de nos ressources? Je pense qu'à bien des écarts, nous ne le sommes pas. Est-ce que nous sommes justes et équitables? Le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement Occupy Wall Street s'est décuplé chaque année. On envoie de nouvelles initiatives, la grève des jeunes pour le climat. Ça symbolise ces grandes iniquités, ces grandes injustices mondiales. On a appris cette année que les 26 personnes les plus riches sur la planète détiennent autant d'argent que les 3,8 milliards les plus pauvres. Donc, c'est aberrant. Moi, je ne suis pas personnellement contre le capitalisme ou l'accumulation de richesses, mais quand on voit des iniquités d'une telle taille, c'est inhumain. Donc, est-ce que nous sommes justes et équitables? Est-ce que nous sommes optimales dans la distribution de nos ressources naturelles? Évidemment, non. Est-ce que nous sommes durables?
À chaque année, là aussi, il y a des marqueurs qui sont un peu symboliques et qui ont un bon pouvoir de publicité qui nous ont sortis. Hein. Nous avons consommé toutes les ressources que la planète pouvait produire cette année et nous sommes à la mi-juillet. Si chaque terrien vivait comme un Canadien, il nous prendrait 7 planètes en termes de ressources. Ça, c'est la demande, le ecological footprint, la demande en termes de superficie demandée par un être humain dans différents pays. Donc, sachant que la capacité de la Terre permet de distribuer à chaque habitant 1,7 hectares de production de ressources, bien, pour la majorité des pays, nous dépassons largement cette empreinte écologique et je vous dirais que nous sommes assez cohérents, les Belges et les Canadiens, en se situant dans la première frontière en demandant de 7 à 8 hectares plutôt que les 1,7 qui nous sont impartis. Alors, sommes-nous durables? Bien non, parce qu'on s'en rend compte. À chaque année, on nous ramène des constats difficiles. 1 million d'espèces menacées. Encore une fois, en 2019, nous avons battu le record d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, nous ne sommes pas durables. Ce qui fait dire au Forum économique de Davos, au Forum économique mondial, au Forum de Davos, tenu en janvier dernier, c'est la première fois dans l'histoire que les 5 principales menaces à l'humanité et au système économique sont de nature environnementale. Les phénomènes météorologiques extrêmes, l'échec de l'action climatique, les catastrophes naturelles ou celles causées par l'homme et la perte de la biodiversité, ce sont les défis du 21e siècle. Alors, c'est quoi l'économie écologique aujourd'hui? L'économie écologique, elle s'est d'abord créée comme un discours néoconservationniste. Ensuite, ça a été inclus dans un agenda scientifique. Ensuite, timidement dans un agenda politique. Aujourd'hui, c'est un mouvement social qu'on doit mettre de l'avant. L'économie écologique, c'est l'économie circulaire également, c'est l'économie de la décroissance. C'est une réflexion sur l'avenir de nos sociétés. En 1987, le rapport Brundtland, le rapport sur le développement durable, qui était commandé par les Nations unies, nous disait qu'il faut joindre les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects environnementaux pour tendre à un avenir tous ensemble, un avenir bien durable. Et il reposait sur 3 grands principes. Le principe de solidarité, hein, tout un chacun a le droit à une vie juste et équitable. Le principe de participation, tout le monde a le droit de participer aux décisions. Et le principe de précaution, ne faisons pas quelque chose qui risque de nous impacter dans l'avenir. Mais bien malheureusement, depuis 1987, malgré les beaux discours, malgré les initiatives, le sommet de Rio en 92, le protocole de Kyoto en 97, les accords de Paris en 2015, encore aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les 17 objectifs de développement durable pour le 21e siècle sont très, très loin d'être atteints. Alors, je vous disais, l'économie écologique, dans mon cas, ça se passe dans un laboratoire. Pour les jeunes qui font la grève pour le climat, l'économie écologique, ça se passe dans la rue. Pour les banquiers, ça se passe dans une révision de leur modèle. Tout un chacun doit réfléchir sur son impact sur l'environnement. Merci beaucoup. Voilà, on a un peu de temps pour la discussion. Donc, si vous voulez intervenir brièvement, poser une question, levez la main et j'en vois déjà 2. Oui, bonjour. Thomas Legast, je travaille pour l'ESCOUT, je suis administrateur délégué pour la structure professionnelle de l'ASBL. Depuis 2015, je vois à la fin de votre salle ici, on est aussi très engagé par rapport à sensibiliser nos animateurs, donc peut-être ceux qui sont parfois dans la rue aussi pour marcher pour le climat, justement aux enjeux du développement durable, d'une part. Et aujourd'hui, on réfléchit à faire une étape supplémentaire, à s'engager fortement dans des programmes de 3 ans pour aussi inviter tout le monde à participer à l'effort commun au développement durable. Et dans ces objectifs, il y a une réflexion qui s'est faite et il y a un programme qui est plutôt dans les plans de notre gouvernement sur la plantation d'arbres de manière massive, la plantation de haies de manière massive. Et ça fait peut-être écho un peu avec votre discours sur l'aménagement du territoire et ce qu'on en fait. Et je voulais savoir quelle était votre perspective peut-être par rapport à ce qui est mené ici par notre gouvernement.
Merci de la question. Effectivement, c'est une tendance mondiale et on l'a vu dans les années 2000, on l'a vu dans les années 2010 et il y a comme une nouvelle mode qui a été initiée notamment par un article paru dans la revue Science, une équipe de Zurich là, qui montrait qu'on pourrait séquestrer environ un tiers des gaz à effet de serre émis depuis la révolution industrielle en plantant 1000 milliards d'arbres. Et ça faisait la démonstration qu'il y avait des endroits où on pouvait les planter. Cet article a été très, très critiqué, mais ça a quand même amené de l'eau au moulin. Ça a amené une solution à ceux à la recherche de stratégies à mettre en œuvre. Et dans les mois suivants, on a vu les projets de plantation de 4 milliards d'arbres en Éthiopie, la même chose en Irlande, en Norvège, 2 milliards d'arbres au Canada. Donc, les changements globaux, c'est un système complexe. Donc, il n'y a pas une seule solution. Donc, il faut penser à lutter contre les gaz à effet de serre en séquestrant le carbone, en changeant les pratiques, en s'adaptant aussi. Et forcément que dans ce regard complet d'une boîte à outils de lutte et d'adaptation, la séquestration de carbone par le végétal est excellente. Le problème, c'est lorsqu'on essaie de voir dans une solution complémentaire à d'autres, une solution unique. Et c'est là que ça m'amène sur les dangers de glissement de telle solution. On a vu dans les années 2000 le programme REDD+, donc un programme onusien qui visait à diminuer la déforestation et la lutte au changement climatique par la plantation d'arbres. Et dans bien des cas, ça a été bien fait avec les communautés. Et dans d'autres, ça a été le parachutage de grandes monocultures de forêts homogènes, entassant des Premières Nations, en délaissant les savoirs traditionnels. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le colonialisme environnemental. Et cette solution unique, doublée d'un gros chiffre, quand on met un gros chiffre, c'est un objectif, on veut l'atteindre parce qu'il y a un coût politique, il y a un coût social à ça. Donc, le danger du gros chiffre, c'est à certains moments d'arriver dans le colonialisme environnemental où on va vouloir peut-être pas consulter les populations, peut-être pas prendre des savoirs locaux, peut-être pas bien intégrer toutes les parties prenantes pour faire en sorte que ce projet de plantation d'arbres soit périn et remplisse son objectif de séquestration de carbone ou de corridors de biodiversité. Donc, je pense que c'est, oui, une excellente solution, mais ça doit être bien fait et je me méfie toujours des spins médiatiques, des choses qui sortent en 2-3 tweets et on se dit que ce sera réalisé. Par exemple, là, je fais juste une petite parenthèse sur le cas canadien, mais la promesse qui a été faite cet automne, c'est de planter 2 milliards d'arbres et on a joint à ça un budget de 3 milliards de dollars. Mais pour $1,5 pour planter ces arbres-là, il n'y a qu'une solution, c'est en forêt boréale. C'est dans le nord du Québec. Et la science est très, très claire là-dessus, que si on va planter des arbres dans des territoires qui sont enneigés, on va obscurcir le sol. Donc, on enlève l'effet de la neige, l'effet d'albédo, de réflexion de la lumière. Et le GIEC dit que planter dans la ceinture boréale, ça a une contribution positive au changement climatique. Ça accélère le réchauffement. Donc, vous voyez, c'est d'avoir donné un budget avec un nombre, on est pris dans un entonnoir de solutions et finalement, on devient pas très cohérent avec la science. Et... Donc, oui, mais... Merci. Oui, Max Van Hulst, member of the public. Merci pour votre exposé si passionnant. Vous avez mentionné que, incidemment, en fait, l'économie écologique envisage plutôt la décroissance, qui est donc une collision frontale avec le modèle standard économique actuel basé sur la malheureuse école de Chicago et Milton Friedman et autres. Alors comment est-ce qu'on mesure le coût des services des écosystèmes de manière un peu plus précise? Vous avez signalé hier que pour le cas de Montréal, si on arrive à 17% du territoire, on a un bénéfice de, je crois, 2100 millions, si j'ai bien lu, dont un gros poste de 900 millions qui s'appelle Biodiversity Habitat. Comment est-ce qu'on quantifie ça de manière concrète? Merci beaucoup. Oui, merci à vous. D'abord, je dirais que moi, je suis pour la décroissance du plastique, mais je suis pour la croissance de l'éducation. Hein? Cette idée de décroissance, c'est toujours mis sur un terrain très glissant d'une économie néoclassique où on utilise les mêmes indicateurs. On utilise des indicateurs d'emploi, de PIB, qui sont de très, très bons indicateurs, mais qui ne sont pas complets.
On doit être capable d'arriver, et c'est ce que nous faisons, notre corpus scientifique en économie écologique, c'est de développer des indicateurs à différentes échelles, d'indices de bonheur véritable, de comptabilité écosystémique, pour aider les décideurs à prendre des décisions basées sur le réel reflet de la santé de la population et du territoire. Donc, je pense que la première chose, c'est de ne pas faire le débat sur la décroissance sur juste des aspects économiques, parce que l'économie, c'est l'utilité, c'est le bien-être, c'est notre qualité de vie, et ce n'est pas simplement à travers des organes marchands qu'on est capable de comprendre ça. Et deuxièmement, je dirais que comment on mesure les services écosystémiques, là encore, il faut faire attention à cette tendance des fois rapide d'essayer de monétiser automatiquement un service. Il faut toujours avoir en tête la pluralité des valeurs, parce que dans ce cas-ci, on l'avait fait l'exercice parce qu'on s'adressait à des décideurs dans une lecture d'analyse coût-bénéfice pour certains projets. Mais il y a des articles jumeaux qui sortent aussi sur les dangers d'une monétisation de la nature, les dangers d'inclusion de ça dans des marchés, d'une logique où, là encore, il y aurait des gagnants et des perdants dans une injuste distribution économique. Donc, sans rentrer dans les détails, je vous dirais que pour la biodiversité, elle est intimement liée à énormément d'activités récuro-touristiques. Donc, pensons à l'observation d'oiseaux, la qualité d'un parc pour aller s'y promener. Elle est intimement liée à la valeur foncière, les marchés de l'immobilier. Donc, il y a des méta-analyses qui nous permettent de montrer qu'une transaction se fait avec une valeur ajoutée lorsque c'est près d'un parc, près d'un site de forte diversité. Donc, c'est le genre d'approche qu'on arrive pour refléter la valeur économique, mais là encore, ça doit s'inscrire dans un portrait plus large. C'est la bonne rangée. Thierry-André, membre du public. Ma question porte sur la complexité des procédures pour les aides et pour les dérapages que ça peut entraîner. Vous l'avez évoqué sur le positionnement des plantations d'arbres, mais ça peut être aussi sur l'origine. Ici, la région wallonne veut mettre 4000 km de haies. Bon, j'ai appris que les plantations viendraient d'autres régions européennes, ce qui pose un problème d'adéquation peut-être des espèces, même si l'espèce est correcte, mais l'origine même fait qu'il n'y aura peut-être pas une adaptation adéquate. Et donc, en monétarisant, on risque de créer des effets pervers, comme vous le signaliez déjà. Et aussi, derrière, pour l'agriculteur, il y a une complexité administrative qui est bien souvent lourde, si pas extrême. Et quelque part, il ne fait plus son travail, il fait de l'administration. Donc, quelles sont les pistes pour éviter cela? Merci. Oui, alors, je pense qu'il faut, chez nous en tout cas, puis c'est peut-être le cas ici, mais d'augmenter les supports pour les agriculteurs, pour les tenants de la terre. Donc, chez nous, c'est à travers des clubs d'agronomie qui, il y a quelques années, étaient largement financés par le gouvernement du Québec. Et ça permettait d'avoir une lecture agronomique qui était pour un bien-être social. Donc là, on a enlevé ces appuis-là. C'est les mêmes bonnes personnes, mais maintenant, on leur donne des mandats différents. Donc, je pense de seulement remettre les bons entourages qui permettent justement aux agriculteurs de faire leur travail, de prendre des décisions éclairées sur les différentes options qui s'offrent à eux, ne pas voir leur terre se faire appliquer une recette comme c'est malheureusement souvent le cas. Déjà, cet entourage-là, les parties prenantes autour des agriculteurs, on peut rapidement financer pour les remettre en place. Et sinon, dans ce projet des 4000 km de bande riveraine, je dirais que ce qui est vraiment important à considérer, c'est la diversité à différentes échelles. Donc, évidemment, il y a des aspects sociaux, des dimensions participatives, mais sur l'écologie de la chose, il faut reconnaître qu'il y a d'abord une diversité spéciste, parce que dans cette lecture de monoculture, de friabilité du vivant par rapport aux changements globaux, on se donne de meilleures capacités de réponse lorsqu'on est diversifié. Donc, il faut diversifier les espèces en regardant quelles sont les espèces locales, indigènes, mais aussi celles adaptées à des climats changeants dans un contexte de changements globaux. Mais il faut aussi regarder la diversité fonctionnelle, parce que certains, on peut planter
plusieurs espèces différentes, mais ces mêmes espèces-là vont appartenir à un même groupe qui présente les mêmes caractéristiques et donc les mêmes vulnérabilités. Donc, par exemple, si on plante que du feuillu, bien, on s'enlève tout le potentiel de réaction, de solution possible chez le conifère. Donc, je caricature parce que ces groupes fonctionnels sont plus subtils. Mais derrière aussi, il faut s'assurer de la troisième ligne qui est la diversité génétique. En Amérique du Nord, je ne connais pas le cas européen, mais on dit souvent on plante différentes espèces dans des groupes fonctionnels différents, mais finalement, les cultivars viennent d'un seul et même endroit. Il y a peut-être 3 ou 4 pépinières en Amérique du Nord qui ont fourni toutes les grandes villes. Donc ici, c'est qu'on a une diversité très faible dans les différentes variétés de la même espèce. Et les variétés, elles portent en elles-mêmes aussi des clés, des solutions, des capacités de réponse différentes aux stress environnementaux. Donc, ces trois échelles de diversité sont absolument clés si on veut s'assurer que les arbres, une fois en terre, puissent arriver à maturité. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. J'avais juste une petite question. Je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre la population et les pays qui innovent le plus en termes d'écologie? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que les pays avec une très, très forte densité de population, mais qui a une population jeune, innovent différemment, mieux, moins bien que des pays moins densément peuplés avec une population plus âgée? C'était juste ça. Merci. Je ne pourrais pas faire de lien entre les strates démographiques et l'économie écologique, mais ce qu'on peut faire comme lien, c'est la multiplication des voies pour la transition écologique. Donc, nous, on le voit dans notre paysage politique au Québec, de plus en plus d'acteurs ont une sensibilité pour l'environnement. Et même si les gouvernements ne sont pas élus sur des plateformes environnementales, de voir des centaines de milliers de jeunes descendre dans les rues pour faire la grève pour le climat, de voir des acteurs institutionnels, des acteurs économiques. Au printemps dernier, au Québec, il y a eu 30 acteurs économiques majeurs, des banques, des grandes institutions qui ont demandé des actions fortes et structurantes en environnement. Donc, je pense que il y a la société civile, mais il y a cette idée de multiplication des voies qui va, je pense, accélérer la transition écologique, parce que c'est donnant-donnant. D'un côté, il y a un courage politique, mais pour alimenter le courage politique, il faut sentir que pour les décideurs, il y a des assises fortes aussi dans la population. Merci. Bon, moi, je suis biologiste, microbiologiste en fait, mais y a-t-il eu au cours de l'histoire la création de modèles économiques qui intégraient davantage ou tenaient compte davantage des exigences de la nature dans le contexte de l'époque, depuis les origines, je dirais? Est-ce qu'on a, parce que rechercher un modèle économique alternatif au modèle dominant actuel mondialisé serait peut-être aussi une solution. Y a-t-il des recherches là-dedans? Est-ce que, voilà, pour les historiens, les économistes. Merci. Vous aviez bien raison, puis même on remonte au courant des physiocrates. La richesse est basée sur la nature, mais depuis, et dans une perspective plus contemporaine, René Passet en France, Juan Martinez Alières, ce sont des visions qui peuvent se mettre sous des chapeaux disciplinaires, mais ce sont des perspectives différentes, tout comme les systèmes socio-écologiques de Elinor Ostrom. Et pour notre communauté, ça a été très, très marquant quand elle a remporté le prix Nobel, parce que c'était une sacralisation, une reconnaissance de cette façon alternative de voir les choses. Donc, je disais en fin de conférence que l'économie écologique, c'est une des solutions, et je suis un tenant de la diversité dans les modèles économiques. Ça peut être une économie sociale, une économie circulaire, un regard décroissant. Tant qu'on arrive à la bonne subsidiarité, à la bonne échelle d'application, la multiplication des modèles va permettre une adaptation beaucoup plus ajustée aux différents enjeux locaux. Nous sommes dans un siècle de gouvernement local. Donc, le 20e siècle, c'était celui des États-nations. Le 21e siècle, c'est l'échelle des villes. Et c'est concomitant aux modèles qui doivent s'y développer. Donc, l'innovation passe par des modèles uniques, diversifiés, adaptés également.
Merci à vous. Comme je suis historien de l'environnement, je me permets un tout petit ajout, c'est que le mot modèle, évidemment, est trompeur. On a des systèmes d'interaction de l'homme à l'intérieur de la nature et de rétroaction du naturel qu'on peut étudier par l'archéologie, par les paléosciences, et qui montrent effectivement des équilibres dans les agrosystèmes, des systèmes qui sont durables naturellement. Et là, bon, je pense que Jérôme y a insisté hier, le savoir est très important. C'est vrai que quand j'ai entendu qu'on allait planter 4000 km de haies en Wallonie, ma réaction immédiate, c'était de dire une haie traditionnelle, ça comprend entre 20 et 150 espèces végétales différentes. Donc planter 4000 km de haies, c'est se poser la question de qu'est-ce qui fait la diversité extraordinaire de cet habitat naturel qui est à la fois alors, le produit évidemment de l'action souvent humaine, mais aussi des interactions avec les animaux qui vont transporter les plantes, les graines et des choses pareilles. Et donc, c'est vrai que alors pour les archéologues, pour les historiens du paysage, il y a vraiment des avenues de recherche qui se dessinent et c'est très très passionnant de se dire que peut-être pas par la modélisation, mais par la reprise par les modèles actuels, finalement, de pratiques. Alors, j'aime pas très fort le mot ancestral parce que ça donne l'impression que si c'est vieux, c'est bien, mais de solutions qui ont été trouvées par les humains. Le regard que les personnes de l'époque, je parle par exemple de la préhistoire, où il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, peu importe, le regard que ces communautés avaient sur leur propre environnement était tel qu'ils créaient un modèle d'une autre nature que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et là, on pourrait peut-être développer quelques idées pour nous novatrices. Voilà, la vedette aujourd'hui, c'est Jérôme, hein, donc je ne vais pas vous répondre, mais j'aurai l'occasion d'intervenir plusieurs fois au Collège Belgique sur des problèmes d'environnement, donc voilà. Ma question, c'est comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux multinationales qui fournissent les semences et dont la tendance est d'avoir des semences qui ne se reproduisent pas et un seul type de semence? C'est tout à fait à l'opposé du modèle écologique. Oui, complètement. Et c'est la situation actuelle, c'est l'économie dominante, c'est la pensée dominante. Et moi, j'ai quand même peu confiance que des structures comme ça soient capables d'intégrer un changement qui soit réellement porteur pour se coller à la réalité écologique, pour répondre à l'effondrement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. Donc, ça revient à cette idée de diversité des acteurs, diversité des points de vue et de soutien à l'innovation. Donc, pour compétitionner cette idée dominante, on a besoin d'une structure sociétale complexe. On a besoin des bonnes personnes qui accompagnent les agriculteurs, comme on en a parlé, mais on a aussi besoin des options, des alternatives. Et ces options alternatives, ça n'a pas besoin d'être des multinationales, ça peut être des idées qui germent et qui nous reviennent à cette échelle beaucoup plus près de nous, à cette échelle de subsidiarité, de travail de la terre, en relation avec les cultures locales. Donc, je dirais que je pense qu'il faut évidemment miser sur le potentiel de la responsabilité sociale des entreprises. Il faut maximiser les initiatives pour les intégrer dans cette direction-là, pour la simple et bonne raison que la transition écologique se doit d'être excessivement rapide. Et les grandes organisations internationales nous disent que les fenêtres d'intervention pour ramener le climat changeant à une limite de 1,5-2 degrés Celsius sont tout au plus de 10 à 20 ans. Donc, il y aura certes des conflits qui en émaneront, mais moi, je suis pour le faire ensemble et l'idée d'amener le plus de joueurs à la table, la discussion de la transition écologique, c'est une stratégie. Et l'autre, bien, c'est de multiplier, comme je vous disais, la diversité des alternatives, la diversité des acteurs pour donner cette option d'action qui, dans bien des cas, n'existe pas à l'heure actuelle. Bonjour, merci. Mon nom est Tom Brolea, je travaille à l'ULB. Je suis professeur d'économie écologique.
un peu comme vous, j'imagine. J'ai une question parce que je suis un peu étonné en fait que vous représentez, mais bon, c'est aussi un exercice un peu difficile en vue des auditeurs, je crois. Vous me donnez l'impression de représenter l'économie écologique comme étant relativement unifiée. Ce qui, pour moi, est absolument le contraire, en fait. Je crois que vous représentez assez bien ce qu'on pourrait appeler le courant nord-américain de l'économie écologique. Vous faites vous-même des évaluations monétaires, enfin, vous en avez parlé un tout petit peu. En Europe, il y a une forme critique beaucoup plus fondamentale par rapport à ce type de démarche, par rapport au type, par rapport à toute une série de choses que vous semblez quand même plutôt prendre comme étant vos fondations. Je voudrais peut-être avoir votre réaction sur ces schismes qui sont en train de s'opérer très fortement au sein de l'économie écologique, de la communauté, de votre communauté, de la mienne, et desquels vous n'avez pas du tout parlé, et qui me semblent essentiels dans un monde où on a des conflits qui sont aussi maintenant dans l'académie. Ouais. Quelqu'un l'a mentionné, la croissance économique, c'est quelque chose dans lequel je crois qu'on est très, très départagé au sein de l'économie écologique. Et donc ça me semble important de dire où sont les schismes et pourquoi ils sont là et ce qu'ils peuvent produire ou pas produire. Merci. Oui, merci de votre commentaire. Bien, effectivement, pour les besoins de la conférence, j'ai choisi une direction, et je le mentionnais, c'était celle des services écosystémiques, parce que pour moi, elle est parlante, elle permet de bien illustrer les choses. Mais moi, je suis géographe de formation et je trouve que cette formation disciplinaire est tout à fait appropriée à l'économie écologique, parce que ce sont des courants très, très vastes qui sont à l'intérieur de nos sociétés scientifiques. Et je vois le changement s'opérer à l'heure actuelle. Là. Donc, une transition vers l'écologie politique beaucoup plus forte, la perspective critique. On a des sociétés régionales. La société européenne, je pense, porte ses fondations sur le débat, sur la perspective critique, les alternatives de façon disons, plus historique. Les racines sont plus profondes. Chez nous, en Amérique du Nord, c'est une lecture plus pragmatique des choses, de l'économie écologique, sans oublier, bien sûr, les subtilités. Mais je vous dirais que la société canadienne migre de plus en plus dans cette vision holistique de la vision du vivant, la première perspective. Donc, on est maintenant avec beaucoup de champs relatifs au savoir traditionnel, aux Premières Nations. Donc, c'est sur ce point de vue-là qu'on essaie de conceptualiser des cadres méthodologiques, des différents points de vue. Et moi, pour m'amuser, c'est le petit article que je travaille de mon côté, mais c'est l'idée de voir comment se cristallise, se représente l'économie écologique pour différents acteurs. Donc, dans mon travail, quand je dois accompagner un ministère ou un pouvoir public, l'économie écologique, elle prend la forme des cadres qui sont utilisés traditionnellement. C'est dans une lecture pragmatique que moi, je n'ai pas de gêne à utiliser parce que j'essaie de faire changer de façon incrémentale. Mais quand on parle à des étudiants, elle est beaucoup plus révolutionnaire, cette économie écologique, parce qu'elle se branche sur les réalités environnementales de l'effondrement de la biodiversité, du climat. Donc, elle est beaucoup plus fondamentale dans sa perspective sur les grandes directions de nos sociétés. Donc, j'essaie de l'adapter à différents publics et je reconnais la pluralité des discours, évidemment. Puis je pense que c'est ce qui fait la force de nos sociétés, c'est cet appel au débat là, qui nous est fait. On voit qu'il faut du temps pour implanter les pratiques et puis il faut du temps de réflexion pour poser les questions aussi. Merci. Dimitri Dor, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. C'est la première fois que je vois vraiment qu'on essaie de relier un peu toutes les parties du puzzle, c'est-à-dire les problèmes écologiques et puis comment induire la transition en faisant jouer tous les acteurs ensemble vers un mieux. Alors, malgré tout, sur la fin de l'exposé, ça restait quand même assez sombre. C'était assez négatif sur les quelques questions finales que vous posiez. C'est un peu le constat ambiant qu'on a dans le discours actuel. Alors, j'ai deux grands enfants ici qui se lancent dans la vie. Quel discours est-ce qu'on peut leur tenir pour rester positif et surtout acteur de l'avenir et pour se sortir de ce grand défi qui nous attend?
Il y a 2 ans, je pense que si on demandait à quelqu'un qu'est-ce qu'était l'éco-anxiété, personne n'aurait su, mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de gens en sont atteints. Et c'est cette idée de voir, et le terme que j'utilise, effondrement, parce que c'est ce qui est sémantiquement correct pour décrire la réalité. Donc, évidemment, ça fait peur. Et moi-même, j'ai 3 jeunes enfants et je pense à leur avenir. Et ça devient à la fois un moteur pour mon travail, pour essayer d'en faire plus, un moteur d'engagement. Mais de l'autre côté, on n'a pas le choix d'avoir peur non plus parce que ce sont des futurs incertains dont on ne saura pas quelle en sera la conclusion. Donc, je pense qu'il faut s'efforcer de travailler du mieux qu'on peut en gardant espoir, en sachant pour qui et pourquoi on le fait. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus délaisser ce portrait factuel qui est celui actuellement. Et moi, le message que je porte, c'est je le disais, le faire ensemble tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas rester dans un laboratoire scientifique, publier des articles, même si c'est dans les meilleurs journaux, parce que la temporalité de l'implantation de ça, c'est beaucoup trop long. On doit aujourd'hui travailler de façon transversale, multiplier les initiatives où scientifiques, citoyens, entrepreneurs, décideurs sont ensemble pour créer l'innovation d'une autre façon. Donc moi, c'est la piste d'action que j'essaie de mettre en œuvre dans ma carrière de chercheur, d'artiste, et de trouver des façons nouvelles d'atteindre des publics différents, parce que comme je disais, comme scientifique, si on s'en va dans la voie traditionnelle, je pense que cette période de mise en œuvre de la transition écologique, elle sera déjà dépassée quand nos papiers seront publiés. C'est une bonne question conclusive, je crois. Donc il nous reste, sauf s'il y a vraiment une dernière interrogation urgente, à remercier vraiment très très chaleureusement Jérôme Duprat et la délégation du Québec aussi pour ce qu'elle nous permet de faire avec nos amis de la belle province. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.